m'appelle Fabrice Pembele, je suis entrepreneur, organisateur d'événements depuis plus d'une vingtaine d'années. J'ai monté une école de danse près de 20 ans, Hip Hop Family, et je me suis peu à peu dirigé vers l'organisation de mariages, répondant bien sûr aux besoins et aux attentes d'une communauté qui avait besoin d'avoir des organisations bien structurées. Tout ça. Et c'est vraiment en 2004 que je me suis décidé, parce qu'après avoir travaillé pendant longtemps dans une structure qui s'occupait des problématiques des bandes urbaines, me rendant compte d'un échec que j'ai eu du fait de ne pas avoir pu sortir des jeunes de la délinquance, il fallait trouver quelque chose qui pouvait pallier à cet échec-là et surtout rattraper avec la jeunesse qui arrivait. Donc la génération qui arrivait juste en dessous de ceux qui étaient là. Et il fallait proposer une activité qui était saine, une activité qu'ils aimaient, mais une activité aussi qui était à la tendance et à l'heure du moment. Et à ce moment-là, il y avait le film Street Dancer qui était sorti à l'époque. Et je me suis basé de ça pour créer cette école de danse. Donc partant de là, j'ai créé un événement en plein air, un battle de danse en plein air. Et ce battle de danse que j'ai créé, j'ai mis un podium, j'ai mis un DJ et j'ai mis des danseurs. L'école de danse est née là. Le meilleur souvenir, c'est d'arriver dans un endroit, dans un terrain où je suis comme un cheveu dans la soupe. Je ne sais pas danser, je ne sais pas placer un pas. Et je viens créer une école de danse. Absurdité totale. Les gens me regardent, me disent, mais il est qui, lui, il vient d'où, il veut avec son Hip Hop Family, machin et tout. Parce que j'avais un concept autour du nom Hip Hop Family, c'était le concept de la famille. Donc je me disais, voilà, on va travailler, mais on va mettre l'accent sur la cohésion familiale. Donc ceux qui n'ont pas eu à l'intérieur, qu'ils puissent l'avoir à l'extérieur, mais d'une manière cadrée. Et j'ai eu à faire face à moi un frère, un ami, qui a la même tête que moi. Qui a la même tête que moi. Et on s'est disputé la salle. Même pas on se disputait la salle, parce qu'à ce moment-là, on s'entraînait à la rue du Blin. Numéro 19, il y avait une salle de sport qui s'appelait Perfect Gym. Et en dessous, il y avait une salle de danse. Et au-dessus aussi, il y avait une salle de danse. Maintenant, nous, on était en dessous, eux, ils étaient au-dessus. Mais il s'avère que ce jour-là, nous, on devait être au-dessus et ils devaient être en dessous. Et c'était parti en vrille. Et lui, il venait danser avec ils étaient déjà connus, professionnels. Moi qui venais de débuter avec mes gars, machin et tout. Et le gars, il vient directement, et comment ça, et on commence à se prendre la tête. Maintenant, ce qui était le plus marrant, c'est qu'on avait les mêmes gestes, la même attitude, même façon de parler, même tête. Alors quand on se disputait, les autres qui étaient là en train de nous regarder, au lieu de nous séparer, ils se marraient. Et quand ils se marraient, on le regardait, et en même temps, on disait, vos gueules. Et c'est là. Ça partait encore en vrai. Ça, c'est le meilleur souvenir que j'ai de... Je te dirais, comme je te disais tout à l'heure, là, je ne savais pas danser. Tu arrives dans un truc où tu ne sais pas danser du tout. Tu vois déjà d'autres écoles de danse qui sont là depuis des années, qui viennent, ils ont de danseurs de malades. Tu es là, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais proposer, qu'est-ce que je vais faire? Mais l'idée m'est venue de faire quoi? Des événements en plein air. Des battles de danse en plein air, de mettre un ring de boxe. J'ai ramené le concept du ring. Il y a des battles qui existent. Mais quand on entend battle, on entend bagarre. Donc, il faut remettre les choses dans leur contexte. Et le contexte, c'était quoi? C'était de créer un ring en plein air, ramener un vrai ring de boxe et les gens vont se battre là-dedans. C'est là-dedans que va se passer les battles. Et dans chaque coin du ring, vous avez les équipes qui soutiennent son candidat. Et il y avait cette alchimie qui se faisait, cette énergie positive. Et il y avait du monde de malades. Les gens, quand ils voyaient déjà le ring, ils s'arrêtaient, ils se disaient, il va y avoir de la boxe en plein air. Alors derrière, j'ai mis un podium avec un DJ. Alors j'ai aussi fait le battle de DJ. Donc ce qui fait que pendant le battle de danse, il y avait en même temps aussi le battle de DJ. Donc ça dit que ce DJ-là contre ce DJ-là. Donc de deux côtés de l'extrémité du podium, il y avait le DJ. Donc ça dit que celui-là qui était avec l'autre équipe, et l'autre qui était avec l'autre équipe. Et c'est comme ça qu'il y a eu cette transition, je peux dire, de me mettre dans l'événementiel. L'événementiel a commencé là. Je pense que mon travail d'entrepreneur a commencé depuis que j'ai 22 ans. Depuis que j'ai 22 ans, j'ai commencé vraiment à me lancer dans le truc. Je ne savais même pas que ça s'appelait l'entrepreneuriat. Je savais juste que, voilà, je suis un jeune, je fais des activités, j'ai des gens qui travaillent, je ne dis pas qu'ils travaillent, mais qui collaborent avec moi, que je paye. Mais je ne savais pas que c'était déjà de l'entrepreneuriat parce que j'avais
plus ou moins quoi, une dizaine de personnes qui travaillent pour moi à 22 ans. Et c'est comme ça que les choses se sont, de fil en aiguille, se sont mêlées. Ben, vous savez, la difficulté, c'est d'avoir des gens qui croient en nous. La première difficulté, c'est ça. Quand je commençais, j'étais jeune. Je n'avais pas de sous. Et je venais de sortir d'une structure qui était organisée où je devais me créer moi-même maintenant et essayer de faire mes preuves. Faire mes preuves, c'est comme si je suis dans l'océan et je suis une petite pierre dans l'océan. Donc, il faut tout refaire. Et je me suis confronté face à des gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues. Notamment ceux qui étaient déjà là, qui voyaient en moi un potentiel danger que moi, je ne voyais pas à l'époque. Parce que je me dis, voilà, j'ai fait un événement en plein air, ça rassemblait plus de 3-4 000 personnes. Ça m'a permis de rencontrer différentes autorités de la ville de Bruxelles. On m'a donné les clés de la ville de Bruxelles pour dire que voilà, ben, tu peux, allez, la ville de Bruxelles te soutient dans tes projets. Il fallait créer une structure. Il fallait maintenant officialiser les choses. Donc j'ai créé l'école de danse, l'association Hip Hop Family Company, que la ville, la région, le gouvernement subventionnaient. Donc j'ai commencé à recevoir de l'argent pour organiser des battles. Parce que les gens se posaient les questions. Oui, organiser un battle, ça coûte de l'argent. Mais où est-ce que j'avais cet argent? Mais cet argent ne sortait pas de ma poche. C'est l'argent du contribuable que j'avais. Parce que j'ai organisé des événements qui rassemblent du monde et ils se sont dit, ah ben, en lui, on estime qu'il y a moyen de pouvoir mener à bien des projets de la jeunesse. Et ces projets de la jeunesse, ça rentrait dans une politique qui était la politique de la jeunesse, qui était la politique de la culture, qui était la politique tout entière, apparemment, par rapport notamment aux problématiques des bandes urbaines. Si on pouvait faire des activités, ce qu'on appelait des activités, j'ai oublié le nom que ça porte, mais bon, ça m'en reviendra, éducatives, enfin bref, cela. Si on pouvait faire ça, on pouvait associer cela à de la danse, qui était une façon de dégager de l'énergie négative de façon positive et qu'on peut, éducation permanente. Voilà, c'est le nom. Et qu'on peut pallier les deux. Pourquoi pas? Eh ben, c'est comme ça que j'ai eu la confiance de ces personnes-là. Ça m'a permis de créer un carnet d'adresses. Ce carnet d'adresses m'a permis notamment d'avoir des subsides, de pouvoir rentrer là où je me disais même moi-même, je me disais jamais je rentrerai dans des endroits pareils. Ça m'a amené loin, ça m'a amené très loin. Et c'est d'avoir des gens qui ne croient pas. Qui, à chaque fois, il fallait toujours prouver. Même quand on avait fait des choses qui étaient grandioses pour notre jeunesse, pour notre jeune âge, ben, il fallait toujours prouver. Les proches qui venaient aider, c'était, ouais, bon, une fois qu'ils voient la foule et qu'ils se rendent compte, ils se disent, ah ouais, waouh. Mais malgré ça, il reste toujours, je dirais, en soi, le problème général de tout entrepreneur, non, je pense pas. Je pense que, dans un premier temps, il y a ce problème de jalousie. Qu'il faut le dire. Il ne faut pas se voiler la face. Étant jeune, pourquoi est-ce que lui, il arrive et pas moi? Il y a ce côté-là qui rentre en jeu. Maintenant, vous avez ces jeunes qui décident d'avancer et qui se disent que voilà, moi, je ne veux pas tomber dans la délinquance. Vous avez l'influence de la rue qui est là, qui pèse. À l'époque, il n'y avait pas encore des réseaux sociaux comme il y a maintenant. Donc, on avait plus l'influence de la rue, des frères, des grands frères. Il y a un frère qui est un ami dont le frère est chef d'un gang, ainsi de suite. Donc, ça venait peser sur le truc et tout ça. Ce qui fait que quand toi, tu viens avec quelque chose et que tu sors un peu du lot et qu'il y a le regard qui est sur toi, directement, pour la plupart, c'était un vendu. C'est ce que la jeunesse disait à cette époque-là. Ah, c'est un vendu parce que tu collabores avec l'État, tu collabores avec les flics, tu collabores. Donc, moi, j'ai pu faire cette transition-là parce que de là où j'étais avant, dans les problématiques des bandes urbaines, dans cette structure qui fonctionnait comme une machine, j'ai pu garder des contacts parce qu'on a rencontré les rois, on a rencontré il y a beaucoup de gens qui sont venus, des ministres. Et à chaque fois, je prenais des cartes de visite. Tac, tac, tac. Et c'est ces cartes de visite qui m'ont permis, par la suite, de les utiliser, pas pour moi, mais pour la jeunesse. Pas pour les jeunes qui étaient déjà, je vais dire, en éperdition, mais pour les jeunes qui arrivaient, qui n'arrivaient pas encore à se positionner. Comment est-ce que je vais suivre la voie de mon grand frère ou bien la voie de la rue? Est-ce que Eh bien là, il y avait quelque chose. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les parents accompagnaient leurs enfants. Les parents accompagnaient leurs enfants au cours de danse. Et quand ils venaient,
Ils étaient là, ils assistaient. Et c'était multiculturel, il n'y avait pas que des blagues. Il y avait des blagues de beurre, de blanc, il y avait de tout. On a même été interviewé par la RTBF dans l'émission Le Bureau du Pouvoir, où, ça c'est une anecdote, la ministre de l'Intérieur, avant qu'elle devienne ministre de l'Intérieur, Joëlle Milquet, elle était venue parce qu'elle voulait conquérir la ville de Bruxelles. Elle voulait être bourgmestre, elle voulait avoir le majorat. Alors, elle pose la question à des gens, je veux des jeunes, une association des jeunes qui bougent, ainsi de suite, je vais aller visiter. Et ils sont tombés sur la Hip Hop Family. Ils sont venus avec tout plein de caméras, les bureaux du pouvoir qui étaient là et tout. Et moi, je vois, on m'appelle, on me dit, oui, c'est le cabinet de Madame Milquet. En fait, on aimerait bien venir faire une émission sur voir un peu comment est-ce que ça se passe. Elle viendrait visiter vos cours, elle viendrait prendre contact avec vous, rentrer en contact avec les jeunes, parler avec les jeunes. Et je me dis, waouh, moi, ma personne, à moi, avec... Ah ouais, ça c'était l'aubaine. Et j'étais la première école de danse qui a eu à passer sur une émission politique et qui a été filmée où les jeunes étaient en train... Et ça m'a permis de faire passer un message en disant que ces jeunes ne sont pas que des délinquants. Ce sont des jeunes qui sont en manque d'activité. Donc si mon action en tant qu'entrepreneur à l'époque, en tant que responsable d'une école de danse a permis à ce que je puisse passer un message par rapport à la jeunesse qui était là, ben pour moi c'était tout à fait gagné, c'était bénéfique. Qu'est-ce qui a fait qu'au terme de 8 ans, il y a eu... Vous savez, c'est la déception. Parce que, en créant cette école de danse, mon but à moi, c'était de réunir les gens autour d'une activité qui était saine et qui permettait de pallier aux problématiques des bandes urbaines. J'ai eu des gens qui sont venus, beaucoup de gens qui sont venus à ma rencontre parce qu'ils voulaient travailler avec moi, ainsi de suite. Et naïf, que je dirais parce que j'étais jeune, j'ai travaillé avec tout le monde sans pour autant avoir un pensée négative en disant confiance à 100%. Alors j'ai fait rentrer une personne dans la team, dans la structure. Comme on dit, j'ai fait rentrer un loup dans la bergerie. Et c'est de là que tout est parti. Donc j'ai une personne qui est venue, qui a voulu travailler avec moi, qui venait de Namur à l'époque, et je lui ai dit, il n'y a pas de problème, rentre, viens. Il dit, ouais, je travaille avec toi, j'ai entendu parler de ton école de danse, machin. Et c'était devenu l'école de référence de tous les débutants. Donc ça dit que même les écoles qui avaient des danseurs qui étaient professionnels, quand il y avait des nouveaux qui arrivaient, ils les envoyaient chez moi, et puis il dit, voilà, on t'envoie des danseurs, une fois qu'ils ont terminé, tu nous le renvoies. Et c'est ce qui se passait. Il y avait Ultimate Dancer, il y avait Final FX, il y avait plein d'écoles de danse qui étaient comme ça et qui m'envoyaient leurs débutants. Et le gars, il est venu. Je lui ai dit, écoute, comme je ne sais pas vraiment comment est-ce qu'on va travailler, ben, en entendant que les profs arrivent parce qu'ils ont toujours 15 minutes pour faire les préparations, les échauffements et tout, eh ben, toi, tu arriverais vers, comme les cours commençaient à 17h, à 18h, toi, tu arriverais vers 17h45 et on mettrait plus ou moins 30 minutes d'échauffement, donc de 17h45 à 18h15. Comme ça, une fois que les profs arrivent, ils commencent directement. Bam, ok. Et ça commençait comme ça et ça marchait super bien. Et puis à un moment donné, ben, ils prenaient de plus en plus de la place parce que voilà, ils devenaient un élément important dans ma structure. Et que je donnais aussi de la valorisation pour le travail qu'ils faisaient. Et il y a une petite rémunération qui l'accompagnait par rapport au truc et tout ça. Il s'avère que pendant un événement qu'on a fait en 2007, il a fortement plu. Et j'avais un groupe d'élites qui ont voulu me faire plaisir en disant que voilà, on va créer l'élite de la Hip Hop Family. On va commencer à aller danser de gauche à droite en l'honneur de la Hip Hop Family. Et tout ça pour faire monter le nom de l'école de danse et tout. Alors, j'ai pour politique et j'ai pour habitude de ne jamais dire « Waouh, quand tu as fait quelque chose, wow, c'est génial, facile. » J'ai toujours pour habitude de dire « C'est bien, mais tu peux aller plus loin. Ou tu peux mieux faire. » Et c'est ce que j'ai dit à ces jeunes-là qui ont dansé super bien. Hein, mais leur dire que c'est bien, vous avez déchiré, j'aurais mis un frein à leur croissance, je dirais. Et ça leur aurait empêché de pouvoir évoluer. Ils se sont reposés sur leurs acquis. Et ce n'était pas le but. Le but, c'est de dire, ah, c'est très bien, mais vous pouvez mieux faire. Et le gars, il a sauté sur l'occasion en disant, oui, il ne reconnaît pas vos capacités. Moi, je reconnais. Moi, je peux vous amener loin. Moi, ceci, moi, cela. Et il leur a donné l'envie et la soif de l'argent. Alors que moi, ils avaient 9 cours. Sur les 9 cours, ils payaient 25 € par mois
9 cours. À l'époque, 2 cours dans certaines écoles de danse, on payait 250 €. Et moi, ils avaient 9 cours, ils avaient 25 € par mois. Et la plupart ne payaient pas parce qu'ils étaient dans des problèmes de famille, ainsi de suite. Donc, l'argent que je recevais par rapport aux événements que j'organisais, ça me permettait d'enfler les caisses de la team, de l'école, et ça me permettait notamment de payer les professeurs. Donc, même si les élèves ne payaient pas, j'avais assez de réserves pour pouvoir tenir et injecter dans le truc et tout ça. Et je leur donnais plus de la passion que de l'amour de l'argent. Je voulais qu'ils fassent ça pour de la passion. Parce que quand vous mélangez de l'argent dans un truc, ça change totalement. Et ouais, voilà. Et donc, il a pris il les a tous pris. Et je me rappelle que la chose la plus difficile, c'était que, faisant face à ça, une chute des élèves qui étaient, on avait 3 salles, et dans les 3 salles, il y avait plus ou moins une centaine d'élèves qui venaient. Donc, on avait les cours le mardi, le jeudi, non, le mardi, le lundi, le mercredi et le vendredi. 3 fois par semaine et 3 salles. J'ai dû louer des salles en plus tellement qu'il y avait la demande, elle était énorme. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à perdre des élèves. Il a entraîné des élèves à aller s'entraîner dans les gares, aller faire des danses parfois qui étaient obscènes, donc qui est sorti totalement de la vision. Et comme on est dans une structure, je ne décide pas seul. On a décidé de me mettre à l'écart. Dans ma propre boîte, on m'a mis de côté. Pendant 6 mois. Parce que on disait si on a perdu des élèves, c'est sûrement parce que voilà, j'ai pas bien géré, que ça n'a pas été, ainsi de suite. Donc, on a remplacé quelqu'un pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, en décembre, on m'appelle pour me dire, écoute, il faut que tu reviennes parce que ça chute de plus en plus. Et en revenant, j'ai vu on avait 100 élèves par cours. Je me suis retrouvé avec 12 élèves. On a tout perdu. Alors, mais le nom était toujours là. Hip Hop Family restait toujours. Et je voyais, comme c'était le dernier cours, je me dis, écoute, j'ai dit au professeur, c'est le dernier cours, je reprends la fonction, mais on arrête l'école. On arrête l'école parce que là, on fonce droit vers le mur et je ne veux pas perdre la notoriété que nous avons. Je préfère que les gens gardent dans leur tête l'image d'une école de danse qui leur a permis d'eux, mais pas une école de danse qui était et qui a perdu. Non. Donc, j'ai commencé donc, ils donnaient leur dernier cours. Et là, je vois le gars en question venir avec les élèves que moi j'ai formés, avec l'ensemble des professeurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une bagarre qui s'est éclatée en boîte, où ceux qui étaient restés défendaient, et ceux qui étaient partis étaient en train de critiquer. Donc, entre eux, ils ont commencé à se battre. Et moi, je n'étais pas là, donc je n'étais pas au courant. Donc, je vois, il vient et il m'accuse. Ouais, non, c'est ta faute, regarde ce que tu as fait. Et je le regarde. Je dis, je n'ai rien fait. L'erreur que j'ai fait, là, je suis d'accord avec toi, c'est de t'avoir fait rentrer dans la chose. Ça, c'était mon erreur. Mais je ne regrette pas, parce que je pense que j'ai cru bien faire, mais au contraire, je me suis trompé. Ça m'a pris de leçons, et j'apprends de mes leçons. Mais c'est que toi, tu as fait, tu as détruit la passion de ces jeunes, en leur donnant l'envie, la soif de l'argent. Tu leur as enlevé ce qui était les plus importants, les plus primordiaux. Et ce qui était le plus difficile encore, c'est que la plupart des élèves ont décroché de l'école. Ils ont quitté la famille. C'est comme si tu les as manipulés. Et ça, c'était un problème. Et là, j'entends un élève, un jeune qui était footballeur, qui me dit, d'ailleurs, moi ici, je n'ai rien appris. Tout ce que j'ai appris, c'est l'autre qui m'a appris. J'ai reçu ça comme une claque. Je t'ai rien appris, il n'y a pas de problème. Si aucun des professeurs qui est ici ne t'a rien appris, toi qui ne savais pas danser, on t'a rien appris, il n'y a pas de souci. Ah, on se casse d'ici, on y va et tout. Ils sont partis. Et je leur ai dit, allez-y et réussissez. Je disais ça avec un cœur qui était blessé. J'étais vraiment... Parce que tu te rends compte que tu as conçu quelque chose de tes mains et tu perds tout. Tu as perdu non seulement tu as le contrôle, mais la vision est tombée. Ça s'est effondré comme un château de cartes. Et c'est ça qui me faisait le plus mal. Ce n'est pas le fait de les avoir perdus, parce que je me dis, voilà, mais c'est le fait que cette vision que j'avais s'est effondrée. Et c'est ça qui me faisait le plus mal, parce que se relever de ça, c'était très difficile. Ils sont partis, j'ai fermé l'école de danse, et pendant 2 ou 3 ans, j'étais resté dans l'ombre. Et j'observais, je regardais, qu'est-ce que je vais faire? Pendant 2-3 ans. Pendant 2-3 ans.
Tu t'es replié, tu regardais juste. Je me suis replié. J'ai arrêté l'école, la danse, j'ai arrêté tout. Donc, je n'étais plus au devant de la scène. J'étais devenu observateur et je regardais. Je regardais ces petits-là qui évoluaient, qui faisaient des choses, des shows par-ci, par-là, mais qui ne gagnaient rien. Et au bout de 4 ans, j'ai eu une proposition qui est arrivée. Là où j'allais demander des subsides, ben, je suis rentré là-dedans. Je suis devenu un membre de la commission de l'art de la scène. En fait, c'est une commission qui donne des subsides. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez des projets que vous rentrez à la Fédération Wallonie-Bruxelles, ben, c'est cette commission-là qui décide à qui il donne et à qui non. Et j'étais membre dans cette commission. Donc, j'étais assis, j'étais chez moi. Donc, je regardais et j'observais un peu tout ce qui se passait au niveau de la danse. Parce que même si j'avais quitté, mais j'avais toujours le regard pour savoir un peu quelles étaient les tendances, et ainsi de suite et tout. Et là, j'ai eu un ami, parce que à force de côtoyer, de fréquenter les gens, ben, ils deviennent des amis, d'accord? Et il travaillait à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il était directeur du service de la danse. Jean-Philippe Van den Broek, il s'appelait. Un super gentil, vraiment un gentil monsieur. Et il m'appelle, il me dit, écoute, on est en train de monter une structure. Et cette structure-là, ben, il va avoir des représentations des différents profils qu'on a besoin. Profil de classique, profil de ceci, profil de cela, mais on nous manque un profil, et ce profil hip-hop. Et j'ai pensé à toi. Ok, et c'est quoi, c'est comment? Il dit, écoute, on se voit, on en discute, on en parle, et puis par la suite, on verra comment est-ce que les choses évoluent. Ok, on s'est vu. On a discuté, on a été manger un truc, on a discuté, il dit, écoute, voilà, comment ça va se passer, comme ça, comme ça, comme ça. Et j'étais fort intrigué, j'ai dit, ah, mais c'est intéressant. Et je me dis, ouais, il y a moyen de faire beaucoup de projets, il y a moyen de faire passer le message, il y a moyen parce qu'on rencontre des difficultés dans le domaine de la danse, et beaucoup de gens ne sont pas informés, machin. Donc, j'avais plein d'idées. Mais vraiment, il dit, oh, calme-toi, on va voir, on va d'abord aller mollo. Ok, donc après, il fallait faire une lettre de motivation, il fallait envoyer mon CV, j'ai fait la lettre de motivation, j'ai envoyé le CV, ainsi de suite et tout. Et puis, quelques temps après, je reçois un courrier. Je reçois un courrier m'invitant à aller passer une interview dans le bureau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, où on me posait des questions sur quel serait mon apport dans la commission de l'art de la scène. Comment est-ce que je voyais ça et qu'est-ce que moi je pourrais apporter en tant que jeune, parce qu'ils avaient besoin d'avoir aussi ce côté de jeunesse qui soit là, mais surtout une personne de terrain. Alors j'ai expliqué, voilà, j'ai créé une école de danse qui marchait super bien, et par rapport à ça, moi j'ai voulu pallier par rapport aux problématiques de mon Dieu. J'ai vraiment parlé à cœur ouvert et c'est ça qui leur a plu. Et c'est là qu'on m'a dit, voilà, on vous répondra. Et je reçois 2 semaines après un courrier à la maison pour me dire que je fais partie officiellement des membres du commission de l'art de la scène. Il y avait un événement qui était organisé, il y avait la ministre, parce qu'on dépendait directement de la ministre de la Culture. Donc avant que la ministre de la Culture donne son avis, ben cet avis-là passait d'abord par cette commission-là. Donc ça dit que ça passe par nous, nous on transmet l'avis à la ministre, et la ministre donne le feu vert pour qu'on donne le subside. Et c'est comme ça que ça se passait. Et cette transition-là, ça c'est... Alors l'anecdote, ça me fait rire maintenant. La personne pour qui il y a eu celui que j'ai fait rentrer dans la bergerie, qui est venu tout casser, il s'avère qu'un jour il rentre un dossier à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Okay. Et moi je suis dans la commission de l'art de la scène. Et son dossier arrive sur notre bureau. Et alors on me dit, ah mais toi qui es du hip-hop, ben, y a un gars qui a rentré le dossier, machin et tout et tout. Et je vois le dossier, et effectivement je connais le gars. Wow. Alors j'ai dit au gars, tu te rappelles l'histoire que je t'ai racontée de l'école de danse, comment est-ce que j'ai arrêté, machin et tout, à cause d'une personne. J'ai dit, ben la personne, c'est lui. Ah ben écoute, on va lui faire un gentil courrier, hein. On va lui dire, voilà, de passer par toi. Et il a eu un courrier, on lui a demandé de passer par Fabrice de la Hip Hop Family. Je le croise à l'abattoir. Ah, mon frère Maoulou Caillou, je te cherche, Nassan. Je suis là. Comment tu as fait? Dis-moi comment tu as fait pour rentrer. Mais rentrer où? Ah, mais t'as touché où? Dis-moi quelle maison tu as. Mais rentrer où, frère? Parce que jusqu'à présent, tu me dis rentrer. Mais rentrer où? De quelle maison tu me parles? Non, frère, toi, tu dois me dire comment est-ce que tu fais. Qui signe aussi? Mais de quoi tu me parles? Non, j'ai reçu un courrier. Apparemment, tu travailles à la fédération. On dit, ah ouais. Mais comment tu as fait? Dis-moi. Où tu es rentré? Je dis, à l'église. J'ai pris à l'église et c'est comme ça que je suis rentré dedans. Non, il faut que tu me pistes. Je dis, oh, ah ouais.
Il dit, écoute, ouais, ils m'ont demandé de passer te voir pour parler du projet, je vais t'appeler. Je dis, oui, appelle-moi. Appelle-moi, mon numéro n'a pas changé. Tu crois qu'il m'a appelé? Il m'a jamais appelé. Parce que là, je me dis, c'était un coup du destin. Là, c'était la vengeance du destin. Parce que ce qu'il avait commencé avec les autres, il n'a pas terminé parce qu'ils se sont séparés. Et ces jeunes-là qui sont partis, ils ont tourné, ils n'ont rien foutu. Et au contraire, ils ont disparu. Et moi, je continuais à évoluer dans mon truc. J'étais devenu un membre de la fédération. Donc, je palliais maintenant entre le secteur sur le terrain et la fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, je ramenais des informations parce que je connaissais le terrain, parce que je connaissais les réalités et les difficultés qu'on rencontrait. Et que je savais que les personnes qui recevaient de l'argent pour pouvoir venir en aide à des semi-professionnels, comme on nous appelait, mais ne faisaient pas bien leur travail. Donc moi, je ramenais toutes ces informations à la source. Donc, ce qui fait que j'étais un pont entre le secteur et la fédération. En fait, ce que j'ai pu constater, c'est comment est-ce que les choses se passent à l'intérieur. Et les difficultés, parce que moi-même, je me posais la question, tu rentres un dossier à la fédération Wallonie-Bruxelles, mais tu ne reçois pas de subsides, tu reprends que de réponses négatives, comment est-ce que ça se fait? Mais c'est parce que les gens qui étaient là ne comprenaient pas le milieu hip-hop. Pour eux, le hip-hop, c'était du semi-professionnel, alors que c'était du professionnalisme à 100%. Et c'est ce que moi, je martelais à défendre à l'intérieur en disant que non, vous dites c'est des semi-professionnels. J'ai dit, dans le hip-hop, on a du jazz, on a du classique, on a du tout, on a même du contemporain dans le hip-hop. Donc, ça dit que ces jeunes-là que vous voyez qui sont en train de s'entraîner matin et soir, ce sont des professionnels. Il fallait maintenant faire rentrer ça dans la tête des gens qui étaient là, qui étaient déjà que des vieux. J'étais le plus jeune, et que de blancs, j'étais le seul black et le seul africain. Il fallait pousser les portes. Donc, ça dit, tu rentres dans une instance, c'est pas si facile que ça. Parce que tu dois en même temps aussi faire valoir aussi ta voix. Et ta voix ne vaut qu'un. Donc, ça veut dire, vous êtes 12, ça veut dire que c'est la majorité qui l'emporte. Donc, quand il y a quelque chose qui rentre, tu dois défendre le projet hip-hop pour que ça puisse passer, qu'on puisse donner. On appelait ça les trains. Premier train, deuxième train. Premier train, c'était 10 000. Deuxième train, c'était 15, 20 000, ainsi de suite et tout ça. Où il y avait alors ce qu'on appelait les résidences. D'accord? Il y avait une résidence, donc ça veut dire que de solo, donc un artiste ou bien un danseur, recevait une subvention pour être en résidence, par exemple chez Jacques Franck ou bien chez Charleroi Danse, ainsi de suite. Pendant X temps, il y avait des coproductions, donc ils trouvent le coproducteur, donc qui achète le projet et la fédération Wallonie-Bruxelles vient financer la différence. C'était comme ça que ça se passait. On avait des dossiers qu'on devait étudier, c'était un truc de malade. C'est un taf. C'était un taf. C'est un taf. On recevait plein de dossiers comme ça qui arrivaient à la maison et il fallait étudier parce que quand vous avez réunion, le mardi en général, on avait réunion et il fallait savoir de quoi on parlait. Et on passait parfois 10-15 minutes sur le dossier, 20 minutes en train de parler sur le dossier. La satisfaction, oui et non. Parce que, étant seul à défendre le secteur du hip-hop, c'était difficile de faire passer beaucoup de projets. Et on n'a pas fait passer tous les projets. Faire passer l'information dans le secteur pour que ces gens-là puissent rentrer des dossiers, c'était difficile parce que eux, ils voyaient plus la facilité. En se disant, ah ben non, mais pourquoi on doit faire des dossiers? Tu aurais beau leur expliquer comment est-ce qu'il fallait monter les dossiers pour que ça passe, mais c'était difficile. La chose positive qu'il y avait, c'est qu'on a réussi à décrocher avec un groupe de personnes qu'on était, une subvention de plus de 50 000 €. On a fait un projet qu'on a voulu appeler le bureau hip-hop. Et on a reçu une subvention en 3 ans de 50 000 €. Donc, en 3 ans, ça fait 150 000. Et dans les 150 000, les 2 personnes avec qui je fais le projet, non, ils ont disparu. Ils m'ont entubé. Ils m'ont entubé, ils m'ont sorti du projet, ils ont organisé des trucs et tout. Et il s'avère que la personne qui a donné la subvention, vu que c'était la même personne, donc un ami, moi, quand je posais la question, est-ce que notre dossier est passé? Ils me disent, non, on n'a pas encore de nouvelles, la communauté française, blablabla, blablabla. À l'époque, ça s'appelait la communauté française avant d'être à la Wallonie-Bruxelles. Et puis, pas de chance pour eux. Un jour, je vais dîner avec le pote en question et dans la conversation, je glisse l'information. Je me dis, mais notre projet bureau hip-hop, comment ça se fait que... Il me dit, mais comment ça? Je dis, mais... Il me dit, Fabrice,
Mais on a déjà donné des subventions pour ce projet hip-hop. J'ai dit, elle dit, mais on a donné un premier train de 40 000. J'ai dit, ok. Alors il me regarde, il me dit, tu n'étais pas au courant, n'est-ce pas? J'ai dit, ben non. Ils m'ont dit que ça. Ok. Je prends le téléphone, j'appelle devant lui pour le faire écouter. Ah, salut man, comment tu vas? Ouais, Fabrice, ça va, tu vas bien. Ouais. Moi, je dis, comment le... Ah, tu sais bien, ces gens de la communauté française, franchement, ils traînent jusqu'à présent, ils n'ont pas encore répondu. Et j'ai mis le haut-parleur. Après, ça l'a tellement énervé. Il lui dit, mais dis donc, on vous a déjà donné l'argent. C'est quand il a entendu la voix, bam, il a raccroché. Alors il m'a dit, écoute, on va les imposer, vu qu'ils ont reçu de l'argent et que vous devez justifier cet argent, on va les imposer à organiser. Donc, on les a imposés à organiser un événement avec moi, où je devais avoir le truc et tout ça. Et ça commençait à être, oui, mais tu vois, des explications, mais je me dis, vous avez reçu de l'argent. Ça vous coûtait quoi de me dire, on a reçu, qu'on fasse un... Moi, si j'ai demandé cet argent, c'est pour qu'on puisse créer un truc pour la jeunesse. C'est pour qu'on puisse avoir un bureau hip-hop, qu'on puisse essayer d'aider ces jeunes qui arrivent et qui ne savent pas comment faire des contrats avec la Smart, comment faire ceci, faire cela. Mais si moi, je commence à vous aider et qu'on arrive à avoir une subvention de beaucoup et que vous m'entubez par la suite en me disant que vous n'avez rien reçu, alors que vous savez que je connais la personne et c'est par moi, je me dis, à un moment donné, il faut réfléchir. Ouais, mais tu vois, machin. Je dis, écoute, là maintenant, moi, je veux savoir qu'est-ce que vous avez fait de l'argent. Parce que moi, on va justifier cet argent. Et moi, je ne veux pas faire des conneries. Je ne vais pas aller en truc à cause de vos conneries. Donc, vous devez me justifier. On a été à la fédération. J'ai écrit un courrier, j'ai fait un mail, un courrier, lettre recommandée, en disant que je me désiste et que je n'étais pas au courant que l'argent était... Ils ont été convoqués à la fédération. Ils ont été convoqués, ils devaient justifier l'argent. Et ça a été la merde. Ah ouais, non, c'est... Ah oui, c'était un truc de ouf. Ah ouais. Donc, tu vois, et je me dis, à chaque étape de la vie où il y avait toujours des trucs, mais ça me permettait de grandir. Je prenais toujours ça positivement. Parce que je me dis, ça me permettait de voir la vraie nature des gens. J'étais trop bon. Moi, j'aime bien travailler avec tout le monde. Moi, c'est-à-dire, si je mange, mais tout le monde doit manger. Et je ne suis pas égoïste. C'est-à-dire que s'il y a une opportunité quelque part, je prends, viens, on y va. Mais je me suis rendu compte que ce que moi je pouvais faire pour les autres n'étaient pas prêts à le faire pour moi. Donc ce qui fait que par rapport au milieu hip-hop, ça m'a aussi dégoûté du milieu hip-hop. Je me suis retrouvé de l'autre côté, certes le mandat était fini, et après la fin de ce mandat, quel était le bilan? Le bilan était mitigé. Le bilan était mitigé. Parce qu'il n'y a pas grand... Je n'ai pas su développer et mettre en place vraiment quelque chose que je peux dire, grâce à mon passage dans ce truc-là. Et le truc, la commission a été dissoute. Ça fait, il n'y a plus, ça n'existe plus cette commission. Vu les restructurements du gouvernement qu'il y a eu, ainsi de suite, il y a beaucoup de choses. Les rapports. Il y a des rapports, il y a beaucoup de choses qui ont cessé. Et ça m'a permis, comment je dis, ça m'a grandi. Ça m'a grandi. Et en fait, tous mes événements, tout partait de Madou. Ouais. Le problématique de bandes urbaines, de la structure où je travaillais, c'était à Madou. Quand j'ai commencé l'école de danse, la personne qui m'a donné l'envie de faire l'école de danse, c'était à l'arrêt à Madou. Okay. La personne qui m'a appelé ici pour faire son mariage parce que son maître de cérémonie l'avait lâché, c'était à Madou. Okay. Donc, en fait, tout partait de Madou. En fait, Madou était, je sais pas, mon lieu de je sais pas. Tu vois, donc tout partait de là. Mon point de départ. Donc, je revenais là et tout repartait de là. Alors, il m'appelle, j'étais devant la commune de Madou. Il me dit, ouais, Fabrice, je dois te voir. J'arrive devant la commune de Madou. Il me dit, voilà, écoute, mon maître de cérémonie m'a lâché et j'ai besoin de toi pour m'aider à faire mon mariage. J'ai dit, écoute, j'ai jamais fait de mariage. Et là, on est en 2010, 2009, je ne sais plus. En tout cas, je ne sais plus. 2009 ou un truc comme ça, je ne sais plus. Bref. Il me dit, j'ai besoin de toi pour organiser mon mariage. Je ne sais pas comment organiser un mariage. Je ne sais pas comment faire. Par où je vais commencer. Écoute, je t'ai fait confiance. Voilà. Mec, il me lance ça comme ça et je tombe là-dedans comme un cheveu dans la soupe. Je viens, je commence à imaginer comment est-ce que ça va être sans avoir fait des formations, sans avoir fait d'école. À l'époque, on ne savait même pas que ça s'appelait du wedding planner. On ne connaissait pas les termes.
Et je commence à organiser, je contacte les prestataires, je leur dis voilà, ainsi de suite, je commence à donner. Et j'arrive à la soirée, j'anime. Bam. Ça a apprécié les gens. Ouais. OK. Je laisse. Et puis, je commence à voir un deuxième coup de fil. Ah, mais j'aimerais bien que tu viennes animer dans mon mariage. J'ai dit, mais comment tu as fait? OK. J'y vais. J'ai fait la même chose. Et ça a commencé petit à petit. Et c'est de là que c'est né. À l'époque, il y avait des gens qui étaient déjà là, qui étaient des animateurs. Les Marc Tabou, les Rouf Moutanganga à Paris. Et d'autres encore qui étaient là, les Malou Kazadi, ainsi de suite, qui sont des frères, des amis dans le métier. Ils avaient déjà leur nom. Moi, j'arrive comme ça. Qui je suis? Par où je vais commencer? Comment est-ce que je peux atteindre le niveau qu'ils avaient? Et je n'avais pas d'idée. Je me suis dit, ben, je vais aller à ma manière de faire. Je vais faire de ma manière, je vais faire à ma façon. J'ai d'abord commencé par trouver le nom. Le nom, comme j'avais trouvé le nom Hip Hop Family, très difficile. Il fallait trouver le nom maintenant pour les événements. J'ai parti sur Fabrice Pembele, maître de cérémonie. Wow, c'est commencé comme ça. Mais ça ne collait pas. Et quand tu dis Fabrice Pembele, en fait, pour les personnes qui ne savent pas, c'est en fait, tu as pris ton prénom et ton nom, ouais. Ton nom de famille. Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Et je voulais mettre maître de cérémonie. Au début, oui, ouais, mais ça ne donnait pas. Il y avait quelque chose qui n'allait pas ça. C'était trop long, trop... Mais ça ne collait pas et ça ne sonnait pas bien. Tu ne le sentais pas? Je ne le sentais pas. Maître de cérémonie... Et puis à un moment donné, un jour comme ça à la maison, je me dis, je m'appelle Pembele. Pembele qui veut dire le cœur blanc, Motema Pembe. Maintenant, si je dois pallier la modernité et l'ancien, il faut que je mélange les deux. Donc je voulais quelque chose qui soit moderne, mais à la fois ancien. Donc il y a Mboka, Naya, Nini, tout ça. Donc, et je me dis, Pembele événement, Pembele organisation, Pembele events. La première difficulté, c'est déjà la confiance. Comment est-ce que les gens vont te faire confiance? Tu es jeune, tu es organisé. À l'époque, déjà, on avait cette problématique qui était que les gens confiaient leur mariage à des tantes, à des oncles, aux membres de la famille. Difficilement le confier à des étrangers, une personne qui est étrangère à la famille. Donc, on ne connaissait même pas ce mot-là, comme j'ai dit, wedding planner. Et ça n'existait pas, en Belgique en tout cas. Les gens organisaient ça de manière comme ci, comme ça, mais sans pour autant vraiment avoir la base de ce travail-là. Et moi, quand je suis rentré dedans, quand je suis arrivé, j'ai d'abord fait ce qu'on appelle l'étude du marché, savoir un peu qu'est-ce qu'il y avait déjà été fait, ce qui n'a pas été fait. Quand j'ai terminé dans cette structure avec le problématique de bandes urbaines, où je suis rentré là-dedans en 98-99. J'ai fait une histoire de 3-4 ans là-dedans, je pense. D'accord? Je suis sorti de là en 2001, 2002. J'ai créé la Hip Hop Family. Cette Hip Hop Family, on organisait des événements. On est resté plus ou moins de 2002 à 2007, 2008. De là, il y a eu cette transition-là que j'ai passée de 3 ans sans pour autant être dans le milieu de la danse, mais tout en étant dans le observateur, mais en étant dans la commission de l'art de la scène. Donc c'est pendant ces étapes de temps-là. Ce qui fait que ça m'a permis de rester là pendant 3 ans, pendant 5 ans. Donc on est en 2007, 2000. Donc ça veut dire que la Pembele Events est né pendant cette transition-là entre la commission et le truc. Donc c'est pendant que j'étais dans la commission, ben, il y avait déjà aussi des trucs qui commençaient à s'organiser juste pour remettre un peu le truc dans leur place et tout. Donc la confiance, c'était la chose la plus difficile. Les gens n'avaient pas confiance du tout parce que j'étais jeune. À l'époque, j'avais les cheveux, je me faisais une carte d'Afrique sur la tête pour revendiquer à quel point j'étais africain et dans le panafricanisme, ainsi de suite et tout. Et ils se disaient, ah, on va confier dans l'organisation des mariages à un petit comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, non, il va animer seulement. J'ai commencé par animer. Mais c'est moi qui ai voulu développer par la suite. Côté animation, en disant que non, je ne vais pas seulement dans l'animation, je vais organiser. Être dans l'organisation, commencer le matin, l'après-midi, le soir, ainsi de suite. J'ai commencé peu à peu à installer le processus par rapport à ce que j'allais faire.
Et il y avait parfois des mariages où je commençais le matin et je me donnais tellement à fond. En fait, ma particularité, c'est que tout ce que je fais, je me donne à 200%. Je ne fais pas les choses à moitié. C'est-à-dire que je vise toujours grand. Je ne me limite pas. Donc, c'est-à-dire que même quand je suis là, je vois plus loin je vois des kilomètres. Parce que j'ai une vision. La vision, c'est ne pas rester sur le même truc, mais développer le projet pour que ce projet puisse grandir et pousser des racines, de là puisse avoir d'autres trucs et tout et tout. Et ça a toujours été comme ça, ma vision, dans tout ce que j'ai entrepris. Et Pembele Events était une vision pour répondre à un manque qu'il y avait sur le secteur. Parce qu'on avait des mariages qui étaient mal organisés par des gens à qui on confiait, où on arrivait à des mariages, c'était totalement le bordel, et il n'y avait personne pour pouvoir arranger les choses. Et moi, je suis arrivé à ce temps-là. Ceux qui étaient là, les frères, les aînés que j'ai vus dans ce milieu-là qui étaient là, ils ne rentraient pas trop là-dedans. Ils étaient tous dans l'animation, seulement Mabanga, lancer les pierres et tout, mais voilà. Mais l'organisation comme telle, il n'y avait pas. Et puis, j'étais parti me former aussi. Je voulais avoir un document qui vient, qui vient rajouter une plus-value, qui vient justifier. Donc, j'ai fait des études dans ça. J'ai reçu un diplôme dans ça. J'ai payé donc, je sais comment est-ce qu'on organise un mariage de A à Z. C'est comme ça que les choses se sont passées. Si je dois compter, parce que je compte ça comment, même quand j'ai commencé, je faisais quand même des petits contrats, déjà à l'époque. Et j'ai au moins 5 fardes de tous les contrats donc, qui sont là chez moi à la maison, que je regarde parfois, je me dis... Et parfois, je retourne un peu, je regarde un peu mon premier contrat était comment. Je regarde un peu mon premier mariage et tout. Donc, j'ai tout avec les cartons d'invitation. En fait, j'ai collectionné, j'ai archivé ça. J'ai archivé, ce qui fait que quand je compte, je regarde, je dis, il y en a 4. Il y en a une centaine dans chaque, on va dire 90, 80, 90. Ça fait plus ou moins 400. Ouais, plus ou moins 400. C'est déjà énorme. Sans compter 4 mariages et une lune de miel. Wow. Sur TF1, où on était le premier, avant qu'on mette les mariages avec les wedding planners, j'étais le premier à le faire. Avec Pamela, je suis Pamela. Okay. La fameuse, je suis Pamela. Okay. Ah ouais. Le fameux mariage, je suis Pamela. Ça m'a, waouh, ça m'a aussi propulsé aussi. Ça m'a permis d'asseoir vraiment bien le nom et d'avoir encore la confiance des gens. Développer, on peut toujours développer plus. Parce que je pense que l'homme ne se limite pas, l'homme il va toujours essayer de se surpasser et en dépit de tout. Et moi, mon but a toujours été de me surpasser et de toujours me recycler. Le recyclage, on le voit dans la médecine, on le voit dans différents métiers et pourquoi pas dans le wedding. Il faut maintenant avoir cette facilité d'acceptation, de se dire qu'on veut se recycler. Parce que quand on se met dans l'attitude où on sait tout, on n'a plus rien à apprendre, c'est là que commence le début de la fin. Alors, moi, je suis de nature à laisser une trace. Je ne veux pas qu'aujourd'hui, je n'ai pas pu laisser une trace dans ce que j'ai fait dans le passé. Parce que je me dis, il n'y a rien qui laisse, si ce n'est que oui, Hip Hop Family a existé et ceux qui étaient danseurs de l'époque ont connu, mais ceux qui arrivent maintenant n'ont pas ce truc-là. Donc, je n'ai pas laissé quelque chose qui, tant bien au niveau de la commission où j'étais en tant que membre, je n'ai pas laissé non plus, on a sorti une loi ou quoi que ce soit, bref, rien du tout. Alors, si je peux laisser une trace dans le wedding, alors ça c'est vraiment avec un grand oui. Laisser une trace comment c'est, vous savez, on dit souvent cette phrase, on dit, la copine n'a jamais été égalée. On dit souvent ça. Et cette phrase, les gens ont parfois tendance à se dire « Ah non, moi je ne vais pas copier ». Mais on s'inspire tous de quelque part. Le wedding, le mot « wedding », ça vient des États-Unis. On s'est inspiré de ce mot. Il est venu de là, il descend peu à peu, il est descendu ici, et peu à peu il est en train de se descendre et de s'approprier vers l'Afrique. Donc ça veut dire que ça fait une transition. Et cette transition, ça veut dire que ceux qui l'ont commencé, aux États-Unis, ça a commencé depuis des années. Nous, on l'a connu il y a peut-être quoi, 15 ans. Et encore, si je dis 15 ans, c'est énorme. Quoi, il y a 10 ans, 17 ans, où on sait que voilà, le wedding planner, et encore le mot wedding planner, c'est un métier qui commence à prendre de plus en plus de trucs. Mais avant, on ne connaissait pas, on ne savait pas que c'était un métier à part entière.
organisateur ou planificateur d'événements. Donc ça, je me dis que si on peut laisser une trace, mais comment laisser la trace? Ça veut dire que les gens qui arrivent, qui veulent apprendre, les former, leur donner cette envie. Mais ce sont des gens qui ont envie d'apprendre. Pas des gens qui se disent qu'ils connaissent tout, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu quelqu'un qui organise son mariage. Demain, elle se réveille, elle devient wedding planner, parce qu'elle a organisé son mariage. Quelqu'un qui prépare chez lui à la maison, il se dit, voilà, j'ai préparé dans une fête coutumier, dans un mariage coutumier, elle devient traiteur. Un qui manipule son téléphone, juste avec iPhone, tout ça, il devient photographe. Mais où sont les normes? Dans chaque chose, il y a des normes. Si on parle de la déontologie journalistique, on parle notamment aussi de la déontologie en ce qui concerne l'organisation d'événements, la planification. Ce n'est pas n'importe qui, n'importe comment et n'importe quand que tu peux organiser. Il y a des règles, il y a des normes à suivre qui permettent à ce que tu puisses non seulement organiser bien la chose, mais les personnes qui vont t'engager, c'est dire que on a confié l'organisation de notre mariage à une personne référente. Mais quelles sont les références que tu as? Tu n'as jamais organisé un mariage, tu n'as pas de dépliant, tu n'as pas de page internet, tu n'as pas de site internet, tu n'as pas de page Facebook. On ne sait pas qu'est-ce que tu as fait. Tu te dis, organisateur d'événements, quelle est moi la confiance que je vais avoir à venir te dire, organise mon mariage? C'est pas possible. Nous, il faut que les gens puissent aller dans l'attitude de se former, dans l'attitude de prendre des modèles, de prendre des exemples. Je prends tel exemple, je prends tel exemple, je prends tel modèle, tel modèle. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de pouvoir évoluer au fur du temps et se dire que voilà, par rapport à l'événement que j'ai fait, on sait d'où on vient, là où on est et où on va. Je préfère être coach que formateur, parce que si je me dis formateur, même si mon diplôme de wedding planner me donne la possibilité de pouvoir former et de donner un brevet. Mais je me dis coach, pourquoi? Parce qu'en tant que coach, je fais le suivi en même temps aussi. Voilà. C'est-à-dire que je viens t'apporter ce qu'on appelle le développement personnel par rapport à ta structure. Comment est-ce que tu te vois dans 1 an, 2 ans? Où est-ce que tu as envie d'amener ta structure? Comment est-ce que tu veux qu'elle soit? Ainsi de suite. Quelle est la vision? Parce que c'est la vision qui donne l'identité de la structure. Si tu as une vision à long terme, l'identité, elle est là. Et tu sauras développer directement l'identité à travers les slogans, à travers le truc et tout ça, à travers le nom. Trouver le nom de ta structure. Donc tout ça, c'est un accompagnement. Comment monter un projet, comment faire en sorte de présenter, comment se vendre, comment convaincre un client, un prospect. Je suis là, mais comment est-ce que je vais te convaincre de me prendre? Pourquoi moi et pas un autre? Tout ça, ce sont des coachings que tu reçois qui te permettent, toi, de te développer et de développer ta structure. C'est pour ça que je me dis, je préfère me dire que je suis un coach au développement personnel, d'accord, que formateur, d'accord, parce que formateur, ce sera... Donner le savoir, voilà. Mais toi, tu donnes le je savoir donne et j'accompagne et je fais le suivi pour que ça puisse aller. On est derrière, dans le sens que si on veut laisser une traçabilité quelque part, il faut que ces gens-là qu'on est en train de former puissent se dire, ah, nous avons eu, et ils reviennent encore pour avoir le recyclage, parce que on ne montre jamais tout. On laisse toujours quelques détails pour que les gens, quand ils partent et qu'ils reviennent, ils puissent encore trouver quelque chose dans le... C'est comme à la maison, hein. Quand tu prépares à manger, tu prépares une marmite, tu es seul. Tu ne vas pas tout terminer d'un coup, tu vas laisser un peu, parce que demain, quand tu vas revenir, tu vas encore trouver un peu de la nourriture. Au cas où, c'est la même chose. Je pars sur le même principe. Si ce que moi, je prépare à manger maintenant, ce n'est pas pour le manger tout de suite, directement et tout terminer. Demain encore, tu pourras avoir faim, tu peux revenir, rechercher encore de la nourriture. Le savoir et la connaissance est à la portée de tout le monde ici. Tout le monde peut avoir la connaissance s'il le désire et s'il le veut. Il suffit juste de le vouloir. Maintenant, il y a de ceux qui n'ont pas cette possibilité d'avoir cette connaissance. Pas parce qu'ils ne le veulent pas, parce qu'ils n'ont pas la possibilité. Et c'est vers ces gens-là que moi j'y vais. Ces gens-là qui ont besoin d'avoir une connaissance, qui ont besoin d'avoir un savoir, mais qui n'ont pas la possibilité de pouvoir avoir cela, je vais aller vers ces gens-là en disant que moi, voilà, c'est que moi je vous apporte. Et c'est ce qui s'est passé récemment. Je suis allé faire une masterclass à Kinshasa. Il y a des masterclass qui ont déjà eu lieu, qui ont déjà été faits par des confrères, des consoeurs et tout. Mais j'ai voulu apporter quelque chose de différent que eux n'ont pas fait. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu associer les acteurs de terrain, les personnes qui rencontrent des difficultés quotidiennes. Je ne connais pas l'Afrique. Je ne peux pas aller sur une terre où je ne connais pas les fonctionnements, où je ne connais pas comment les choses se passent, me dire que voilà, je viens vous montrer que c'est comme ça qu'il faut faire. Non, je suis qui?
je ne viens pas en tant que donneur de leçons, parce que j'estime qu'il n'y a pas de leçons à donner, mais je viens pour faire un échange, apprendre de vous et vous apprendre de moi. Qu'on fasse un échange bilatéral, nord-sud, qui permet à ce qu'on puisse échanger nos connaissances sur notre secteur. Notre secteur, c'est quoi? C'est le secteur de l'événementiel qui est en train d'exploser partout dans le monde. Parce que l'événementiel, on en a besoin dans tout. Pour la politique, le religieux, le mariage, le prix. L'événementiel est en tout et pour tout. Mais il faut juste structurer maintenant. C'est là. Comment structurer? En donnant des masterclass dont le thème est comment devenir expert dans les domaines de l'événementiel. On a fait cet événement à Kinshasa. Justement, comment ça s'est passé? Magnifique. Okay. C'était à la fois un stress parce que je ne connaissais pas le terrain. Des appréhensions. Ouais, voilà. Il y avait non seulement des appréhensions, mais il y a l'effet aussi que voilà, tu ne connais pas le terrain, les gens ne te connaissent pas. Pourquoi est-ce que les gens vont venir? Tu quittes ta zone de confort pour aller dans un terrain où tu n'es pas connu, où il y a d'autres personnes qui ont déjà fait aussi leur nom et qui ont déjà... Pourquoi est-ce que toi, les gens vont venir chez toi et pas... C'est là que j'ai l'idée d'associer les acteurs de terrain, les gens locaux. C'est-à-dire que moi, je viens en tant que donner ma masterclass, mais je ne viens pas seul. Je prends un gars qui est dans l'événementiel, qui est wedding planner, qui est maître de cérémonie, qui est journaliste, qui est ambassadeur d'une marque de vêtements là-bas. Je prends un event planner, un organisateur d'événements qui organise des concerts en plein air, qui book des artistes pendant plus de 20 ans. Et je prends une dame qui est dans tout ce qui est la formation des hôtesses d'accueil, protocole d'accueil, ainsi de suite et tout. Ces 3 personnes-là que j'ai pris. Je les ai dit, venez, on va ensemble essayer de répondre aux problématiques, comment devenir expert dans le domaine de l'événementiel. Eh bien, dites-vous que ça a super bien pris. Les gens, rien que par le titre et par le fait que j'ai associé d'autres personnes, stratégiquement, c'était intéressant. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas, eux, ils connaissent des gens. Donc, ça dit qu'à partir du moment où il y a leur photo sur l'affiche, ils partagent l'affiche, ils me ramènent leur monde. Stratégie. Et d'autant plus que si moi je viens en disant, mais nous on ne le connaît pas, mais lui on le connaît. Ah, mais lui on le connaît. Ah, ben s'il est là, je vais aller. Directement, j'ai leur public. Et ça donnait ce que ça donnait. Ça donnait un échange super, des projets magnifiques qui sont en cours et qui vont arriver bientôt et qui vont changer. Je pense que ça va changer beaucoup de choses. Le projet qu'on est en train de mettre en place, ça va changer énormément de choses dans le domaine de l'événementiel à Kinshasa. Pas seulement à Kinshasa, mais au Congo dans son ensemble. J'ai monté ici, en parallèle avec Pembele Events, j'ai monté une structure qui s'appelle The Gentleman Service. The Gentleman Service, c'est une équipe constituée des garçons avec quelques filles à l'intérieur. Et ils répondent notamment aux besoins de tout ce qui est service en salle. Organisation en salle, donc le service en salle. Mais on a monté aussi une team qui est The Gentleman Security, dans le sens où nous avons des sécurités. Nous avons notamment aussi les stewards pour des événements en plein air. Avec The Gentleman Service, on a eu l'occasion de travailler avec l'ambassade de la RDC. On a eu l'occasion d'accueillir et de travailler dans la restitution du reste de Lumumba, où nous avons eu différents dignitaires et diplomates congolais et européens qui étaient venus par rapport à cet événement. Nous avons eu notamment la possibilité de faire des événements avec la ville de Bruxelles, l'arrivée de François Hollande pour la sortie de son bouquin. Nous avons eu notamment aussi la possibilité de faire un événement au Parlement bruxellois où s'accueillent différents ambassadeurs, ministres des pays africains pour un événement qui s'appelle Crédassure. Et nous continuons. Et dans ce truc-là que j'ai mis en place, j'ai voulu responsabiliser les gens. C'est-à-dire que je ne peux pas être là et tout le temps. Non, je dois donner, si je veux donner de la valeur à cette chose-là, mais je dois pouvoir faire confiance et valoriser les gens qui sont dans ces secteurs-là, dans le truc, pour que cela le porte comme si c'était la leur. Et je reste le CEO. C'est-à-dire que je prends les décisions finales, mais ça n'empêche qu'il y a des personnes qui sont en dessous de moi que j'ai nommées. Responsable chef d'équipe, responsable tout ce qui est trésorerie et secrétariat, l'assistant chef d'équipe. Cette équipe-là que j'ai constituée, ben c'est à cette équipe-là, quand il y a des contrats, ben, je leur envoie dans un bureau que nous avons créé. Et ce bureau-là, eux, ils envoient, on fait la fiche technique qui part dans le groupe pour pouvoir voir qui est disponible. C'est toute une structure. Une structure est montée. Et à chaque fois
quand on a des marchés, ben, on a créé une caisse. Et cette caisse-là permet à ce qu'on puisse acheter du matériel quand il y a besoin, qu'on puisse, si jamais il faut payer, ils sont payés. Ça, c'est la caisse de la team. S'il y a un souci, quoi que ce soit d'ordre familial ou un décès premier degré, à ce moment-là, on peut intervenir. Donc, c'est-à-dire que je donnais à chacun le sens de responsabilité. Pour que ceux-là, même si je ne suis pas là, je n'étais pas là, j'étais au Congo, ils ont travaillé dans beaucoup de mariages ici. Et si vous ne savez pas que c'est le mien, si je ne vous le dis pas, vous ne saurez pas que c'est le mien. Et pourtant, c'est mon truc. Wow. Message au peuple. People interview. Ben, mon message serait, il faut aimer ce que vous avez créé. Créez vos activités, créez votre structure, même s'il y a des gens qui ne croient pas en vous. Soyez la première personne à croire en vous. Parce que c'est ça qui va changer les choses. Quand j'ai commencé la Hip Hop Family, personne n'a cru en moi. Quand j'ai commencé l'école de danse, personne n'a cru en moi. Quand je me suis mis dans le wedding, personne n'a cru en moi. Mais ma volonté, ma foi en moi-même, le fait de croire en moi, ben ça m'a permis de soulever des montagnes. Alors, ne laissez jamais personne. Ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes pas capable ou vous n'arriverez pas. La personne qui vous dira que vous n'êtes pas capable ou vous n'arrivez pas, éloignez cette personne de vous le plus rapidement possible parce que c'est la personne qui viendra mettre un frein à vos projets et surtout à l'ascension de ce que vous êtes appelé à devenir. La première personne que j'aimerais remercier, si je suis devenu ce que je suis, je pense que c'est Dieu. Parce qu'on a mis à tout à chacun un talent. Vous savez, il y a une histoire de la Bible que j'aime beaucoup. C'est l'histoire du maître et ses serviteurs. Un maître qui part en voyage et qui appelle ses serviteurs. Et à chacun, il donne un talent. Il donne un talent au premier, au deuxième et au troisième. Le premier, et puis le maître s'en alla. Le premier, vu que le maître lui a donné le talent, qu'est-ce qu'il en a fait? Il a été le dépenser parce qu'il s'est dit c'est à lui. Le deuxième, il s'est dit, ouais, le maître, il m'a donné ça, mais comme c'est quelqu'un de coloré, quand il va revenir, sûrement il va me le redemander. Il est parti le cacher. Le troisième, il s'est dit, bon, le maître m'a donné un talent. Ce talent qu'il m'a donné, je vais le travailler. Je vais le fructifier. Le maître qui s'en alla, quelques temps après, il revient, il rappelle les trois serviteurs. Le premier, je t'ai donné un talent, qu'est-ce que tu en as fait? Ah, maître, je pensais que ce que tu m'avais donné, c'était à moi, je l'ai dépensé. Va-t'en, mauvais serviteur. Le deuxième, ah maître, moi le mien, je l'ai caché, je savais que tu allais me redemander, je te le redonne. Mauvais serviteur, va-t'en. Le troisième dit, maître, le talent que tu m'as donné, voilà ce que j'en ai fait. Je l'ai misé, je l'ai travaillé. Ce que tu m'as donné, le voici, mais voici en surplus ce que cela m'a apporté. Très bon serviteur. C'est ça qu'en fait qu'il faut valoriser. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a un talent et ce talent que nous avons, nous sommes dans l'obligation de le valoriser, de le fructifier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça dort. Ça doit être en ébullition à chaque instant, à chaque moment. Parce qu'à un moment donné, nous serons appelés à rendre de compte. Nous sommes appelés à rendre de compte. Qu'est-ce que vous avez fait des dons qu'on vous a donnés? Qu'est-ce que tu fais des dons que tu as? Tu as un don dans la caméra, tu as un don dans le chant, tu as un don dans l'organisation, tu as un don dans le DJ. Peu importe, mais qu'est-ce que tu en fais? Au lieu d'envier les autres, commence par d'abord toi-même te dire qu'est-ce que je suis capable de faire et comment est-ce que je peux le faire. C'est à ce moment-là, quand tu te poses la question comment est-ce que tu peux le faire, que tu commences à trouver des mécanismes et tu commences à voir des choses qui se dessinent à l'horizon pour toi. Alors, croyez en vos rêves, croyez en vos projets et ne laissez personne vous ôter ce que vous avez réfléchi. Je sais que tu aimes bien les Porsche. Je me suis dit, pour la Porsche, on va attendre. On va attendre après le voyage. Après le voyage. Voilà, ce que je voulais t'offrir, Wow. c'était le t-shirt People. Yes. J'ai pas voulu te donner un nom en particulier, j'ai d'abord voulu te donner le classique. Ok. Parce que c'est ça en fait. People, c'est ça le média, c'est ça le label, c'est ça finalement le projet. Et c'est sur base de ça que finalement le nouveau voyage commence.
Merci beaucoup. Voilà, je tenais à te un très beau projet de l'équipe, au nom de l'équipe qui est déjà formée autour de ce projet. Et voilà, donc People, c'est pour internationaliser le titre et le mot peuple, parce que pour moi, le peuple, c'est l'entité qui a le plus de force. Ouais. Et quand on s'adresse au peuple et quand on est surtout avec le peuple, je pense que c'est vrai qu'on va beaucoup plus loin. Et alors, le petit logo ici, c'est la première représentation écrite de la mélanine qui représente ce que nous, on est. Que nous sommes. Donc voilà, donc j'ai voulu mettre ça au centre du peuple parce que voilà. Et ça donne super bien. La démarche la plus logique. Waouh. Voilà. Ça, merci beaucoup. C'est un super beau cadeau. Et effectivement, nous avons besoin de médias comme ça. Des médias qui vont traiter les problèmes dans la profondeur, qui vont à la recherche et qui vont surtout à la source. Parce que, certes, on se connaît, on se voit, on se côtoie, mais il y a une chose qu'on ne sait pas parfois, c'est l'histoire. Comme je dis toujours, People, ça devient la bibliothèque. Naningala to loba ko tumba bibliothèque te pour lobi bana barozanga l'histoire. C'est-à-dire il faut pas brûler la bibliothèque parce que la bibliothèque c'est la base. Si tu le brûles, ben la nouvelle génération qui va arriver n'aura pas d'éléments sur lesquels ils pourront se baser. L'Afrique est en train de se développer. Vous voyez ici, je porte l'insigne africain. Je suis africain avant toute chose. J'ai dans mon sang un sang africain. Je fais partie du peuple bantou. Je suis bantou avant tout. Donc ça dit que quand mon peuple, quand mon continent saigne, quand il pleure, ben je pleure. Je saigne. Quand il souffre, je souffre. Quand il a faim, j'ai faim. C'est-à-dire que si chacun d'entre nous, si chacun d'entre vous se met, ne fût-ce qu'un instant, en tête l'idée de penser à l'autre, au prochain, c'est-à-dire que l'Afrique pourra s'en sortir. Mais ça veut dire que pour que nous puissions penser aux autres, ça veut dire que nous sommes appelés à sortir nous-mêmes de notre zone de confort. Alors, sortons de cette zone de confort et allons à la connaissance de l'autre. La connaissance de l'autre écarte certaines divergences. Si je ne te connais pas, je peux avoir certaines divergences. Oui, peut-être comme ça, il est ça. Mais à partir du moment où je t'approche, je te connais, ben j'écarte directement toutes les divergences. Donc la connaissance de l'autre écarte certaines divergences. Donc je vous invite à aller à l'encontre de People. Là. Allez à la rencontre, allez le connaître, cherchez-le, trouvez-le et croyez-moi que vous ne serez pas déçus. Et vous serez même au-delà de la déception. Je pense que avec ça, je ne peux que dire merci et bon vent à People.